Alors, maintenant, il faut reconnaître que de 2017 à maintenant, le Mali a fait d'énormes efforts. C'est vrai qu'entre 2017 et 2020, on ne pouvait vraiment pas parler de cette situation, on ne pouvait pas communiquer, on ne pouvait pas faire de conférences de presse, on ne pouvait pas se réunir. On ne pouvait pas visiter des villages pour savoir ce qui se passe réellement dans ces villages touchés par ce fléau-là. Maintenant, avec l'avènement du nouveau régime, qui est un régime militaire dont, en tant que militant des droits humains, que je n'approuve pas, il faut être un peu, honnête envers soi-même. Mais maintenant, ce qu'ils ont fait sur cette question, parce qu'il faut que je parle uniquement de cette question, parce qu'il y a des questions d'ordre politique, il y a des questions d'ordre économique, il y a aussi des questions de gouvernance. Quand on sait réellement les limites d'un régime militaire, on sait un régime militaire n'a pas assez d'avantages que d'inconvénients. Donc du coup, quand le régime militaire est venu, parce qu'en 2020, il faut reconnaître que c'est l'année noire de ce fléau au Mali. Il y a eu l'attaque à Lani, à 85 km de la ville de Caille, qui a fait 27 blessés et 2 morts. Il y a eu aussi le massacre de Djandjoumé qui a été relayé partout, qui a fait 4 morts et près de 37 blessés. Donc du coup, à la fin de l'année 2020, les militaires, sous l'impulsion du colonel Assimi Goïta, a été vraiment intransigeant sur cette question. Et il a parlé pour une première fois en Conseil des ministres, dont les ministres ont été obligés. Il a dit que la question de l'esclavage est une responsabilité de tous les ministères et de tous les départements. Ce n'est pas seulement un seul ministère. Et là, on a eu les échos. Ensuite, le ministre de la Justice a fait une première circulaire. Il a fait une circulaire qu'il a envoyée aux procureurs généraux de traiter les questions, les infractions en lien avec la question de l'esclavage. Ensuite, au début de l'année 2021, le même ministre de la Justice a fait une deuxième circulaire qui parlait de l'évaluation de la première circulaire. Donc du coup, les gens ont commencé à parler de cette question de l'esclavage. Et en début 2022, il y a les gens qui ont commis des assassinats en 2020. Ils ont été arrêtés. Il y avait des chefs de village, il y avait des imams. Il y a eu au moins une trentaine de personnes qui ont été arrêtées. Et là, le ministre de la Justice, ils ont organisé une session spéciale de la cour d'assises. Et cette session spéciale était là pour juger les questions relatives aux infractions découlant du phénomène de l'esclavage. Et il y a eu, des gens qui ont été condamnés à des peines de 5 ans, 10 ans, 20 ans et une peine à perpétuité. Donc, dire que qu'est-ce que les autorités militaires présentes ont fait, ils ont fait des efforts. Mais, vous savez, ce qui nous manque, c'est le cadre juridique qui nous manque. Nous n'avons pas de loi. Le Mali a ratifié tous les traités internationaux, sous-régionaux, relatifs aux conventions des droits humains. Donc, je ne vais pas trop m'hasarder à parler de ces pactes-là. Donc, du coup, mais on n'a pas de loi, on n'a pas de disposition qui contraignent l'État à appliquer ces traités. C'est ce qui est le problème aujourd'hui. C'est vrai que même si on prend le code pénal malien qui est en vigueur aujourd'hui, on ne parle pas de l'esclavage, mais on a fait une relecture du code pénal où on a inséré la question de l'esclavage, on a inséré les sanctions aux auteurs qui seront reconnus sur ce fléau. Et ce code pénal n'a pas passé pour l'instant d'abord. Donc, on est confronté toujours à des hostilités, c'est-à-dire on est confronté aussi toujours à un manque de volonté de ces mêmes autorités, il faut le reconnaître. Sur cette question, ils ont fait quelques efforts, mais tant qu'on n'a pas de cadre juridique qui soutient en même temps les défenseurs des droits humains, qui soutient en même temps les défenseurs de ces causes, qui soutient les victimes,
qui soutient les familles de ces victimes, qui soutient les organisations qui protègent ces victimes, je pense que chaque fois, on va faire un pas en avant et 100 pas en arrière. Donc, on est d'accord aujourd'hui que le régime militaire en place a fait quelques efforts. Mais jusqu'à présent, le gros des efforts reste à faire. Maintenant, vous avez parlé pourquoi le Sénégal n'organise plus d'activités commémorant les journées d'esclavage. Vous savez, il faut reconnaître aussi le Sénégal et le Mali, ils n'ont pas eu les mêmes problèmes. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes au niveau de la frontière entre le Sénégal et le Mali, des communautés Peul, et ici il y a aussi une grosse communauté soninké qui est au Sénégal, qui est aussi concernée par ce phénomène. Juste une parenthèse, il y a de ces noms, quand on vous dit que vous êtes issu de cette famille, des noms qu'on reconnaît déjà, qu'on dit que bon, ces noms sont des noms ici des familles de caste. Donc on dit esclaves chez nous. Donc à un certain moment, ils ont eu des problèmes aussi avec l'autorité qui était en place. Mais je pense qu'ils sont en train de se réorganiser pour essayer de faire des activités pour parler de ces questions encore. Maintenant, je crois que j'ai répondu pourquoi pas de législation au Mali. C'est une volonté politique, hein, parce que la loi, c'est quoi? Qui fait la loi? C'est l'Assemblée, c'est le président, c'est la primature. Sinon, le président, ils ont parlé en conseil des ministres. Et jusqu'à présent, je ne sais pas, la loi n'a pas passé. Bon, maintenant, moi, je pense que sur cette question du Mali, je pense que beaucoup de personnes ont compris un peu. Mais s'il y a d'autres questions, on pourra répondre. Je vais compléter mon jeune frère Boubacar Ndjim. Par rapport au Sénégal, on disait que c'était un passage. Effectivement, le Sénégal, malheureusement, a été souvent où on regroupait les esclaves pour les envoyer en Europe ou ailleurs, en Amérique. Le malheur, moi, le problème que j'ai avec les autorités sénégalaises, c'est leur hypocrisie. Le Sénégal n'a pas de loi, chers frères. Vous n'avez pas de loi. Ça a été criminalisé symboliquement. C'est tous les phénomènes, en fait, c'est la traite atlantique qui est criminalisée. Mais il n'y a pas de loi spécifiquement qui dit quand vous traitez quelqu'un d'esclave, par exemple en Mauritanie, vous risquez minimum 6 mois jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. C'est comme une loi, quand vous volez, il y a une loi qui cadre ça. Le Sénégal, il n'y a pas, malheureusement, une loi proprement dit, il n'y a pas que le Sénégal. Je vous dis, les 54 pays africains, il n'y a que 2 pays qu'on a pu forcer à avoir une législation. Le Mali, où on tue, actuellement là où nous parlons des gens, ça fait 2 ou 3 ans qu'on se bat pour adopter une loi qui va protéger les victimes. On n'arrive pas. Alors, par rapport à l'esclavage et l'immigration, non, ce n'est pas pareil. Ceux qui se lancent à l'immigration, ce ne sont pas des esclaves qui fuient l'esclavage. Non. C'est des Africains opprimés bien sûr par des régimes ou empêchés de vivre chez eux qui fuient la misère. Et le plus souvent, ce ne sont pas les plus pauvres d'ailleurs qui arrivent à fuir. Ce sont ceux qui ont de l'argent, ceux qui peuvent payer les passeurs, ceux qui ont le pouvoir, les fils de pouvoir, les fils des hommes qui sont bien placés où on donne des visas, soit des visas étudiants, des visas de touristes, ou s'ils n'arrivent pas à l'obtenir, ils se lancent dans la mer. Et il faut payer. La mer, on ne la prend pas gratuitement. Les embarcations de fortune des morts, c'est payé. Et ça coûte une fortune aussi.